Premièrement, Francisco Loyola n'a malheureusement pas pu se joindre à nous aujourd'hui, il s'excuse pour des raisons personnelles. Il est professeur agrégé à l'Université de Montréal, spécialiste en enseignement supérieur. De mon côté, je suis professeur associé à l'Université de Montréal. Ma spécialisation, c'est les innovations pédagogiques. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose, en fait, de l'encadrement au doctorat, une recherche que l'on a fait ensemble pendant mon doctorat. Donc c'est une de mes expériences que j'ai eues en tant qu'étudiante ou candidate au PhD. Alors, un doctorat, c'est pas seulement un diplôme, un papier que l'on reçoit. Un doctorat, c'est une aventure intellectuelle, une aventure personnelle que l'on a et une aventure de recherche. C'est aussi une relation que l'on a avec son directeur de recherche. C'est une relation interpersonnelle, c'est une relation avec l'objet de recherche en lui-même et c'est une relation qui se trouve au niveau de la recherche intellectuelle. Le but de cette recherche était de se dire, à Montréal, on a, et puis au Québec en particulier, un taux d'abandon au doctorat qui est très 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 élevé. Alors comment faire pour lutter contre cela? Et puis aussi, il y a une pénurie de professeurs qui s'annonce, beaucoup de départs à la retraite. Alors la stratégie des professeurs, et ce que l'on peut voir selon la recherche de Judras et Anne, c'est qu'il y a deux engagements principaux. Le premier étant la relation de confiance, la relation entre le directeur de thèse et puis l'étudiant, le candidat au doctorat. Et l'investissement que le professeur, l'engagement total entier qu'il va donner afin de former son étudiant à devenir un chercheur, à devenir un professeur-chercheur. Et en fait, c'est cela que l'on a cherché à découvrir. Comment est-ce que les professeurs, certains ont un énorme succès, arrivent à mener leurs étudiants au PhD. Alors si on part du constat que chaque professeur va encadrer son étudiant de manière différente et aussi que leur taux de diplomation va être différent selon les professeurs, on s'est posé la question que ça pouvait être bien d'identifier et puis d'explorer ces pratiques exemplaires, que l'on appelle ainsi, d'encadrement au doctorat. Alors, les trois objectifs de cette recherche, c'était premièrement, évidemment, d'avancer au niveau des connaissances de l'encadrement au doctorat. L'autre chose, c'était d'élaborer un recueil, un endroit où un professeur puisse s'informer, lire sur les expériences d'autres professeurs plus expérimentés finalement, et puis peut-être s'inspirer de leurs pratiques. L'autre chose, c'était donc de créer une communauté d'apprentissage, un endroit qui s'est traduit par une communauté virtuelle sur l'encadrement au doctorat, en fait, où les personnes peuvent se rendre, les professeurs peuvent se rendre pour s'informer, mais aussi les candidats au doctorat. Parce que dans cette dimension, dans cette relation, il y a le professeur, mais il y a aussi l'étudiant. Alors pour cette recherche, on s'est demandé comment la faire. On savait qu'on voulait faire une recherche qualitative, mais c'était important pour nous que la recherche retourne sur le terrain. Parce qu'elle reste dans les livres ou dans les articles, ça ne suffisait pas. On pensait que c'était important d'aller la chercher sur le terrain, mais de la ramener au terrain à un moment donné. Alors,
On a pensé que la recherche, action, formation, c'était vraiment la meilleure chose. Ça répondait aux critères qu'on voulait amener. Donc en fait, c'est une approche qui permet de co-construire avec le participant à la recherche. Il s'est déroulé en 3 étapes fondamentales. La première étape étant l'étape préparatoire. C'est-à-dire qu'on va rencontrer le participant, lui expliquer ce que l'on veut faire et ce que l'on attend de lui au niveau des connaissances qu'on veut et puis des expériences qu'on veut recueillir. Comme ça, il comprend vraiment notre but. La deuxième étape, c'était la narration orale. Donc c'est vraiment là qu'on va recueillir les données en elles-mêmes. Et puis finalement, l'étape de coproduction. C'est-à-dire qu'une fois que l'on a fait l'entrevue, on va donc, ça fait le verbatim, reconstruire le texte et rencontrer à nouveau le professeur, lui présenter le texte afin qu'il le lise. Et puis finalement, on va voir ensemble si on a bien compris ce qu'il voulait, ce qu'il entendait, et si on l'a bien reconstruit le texte selon ses pensées. Et puis c'est aussi un moment pour lui où il va vivre l'expérience un peu depuis l'extérieur, puisqu'il va lire son texte, donc quelque chose qu'il a dit, mais souvent quand on parle, on ne s'entend pas. Et ça lui permet de dire « Ah oui, mais là, peut-être que je voulais plutôt dire ça, etc. » Donc il va pouvoir compléter les choses. Et donc c'est une recherche, enfin c'est une méthode de recherche qui a été très bien utilisée par Desgagnés de l'Université de Laval pour justement une recherche sur les enseignants. Alors, cette recherche, elle s'est faite en 3 phases. La première phase étant les entrevues individuelles, donc c'était vraiment les 3 étapes dont je vous ai parlé précédemment. Et puis ensuite, la deuxième phase, l'entrevue conjointe. Et finalement, 3, c'est les formations pédagogiques. Alors j'ai voulu illustrer ça pour vous. Donc ça, c'est la première phase. Donc on va d'abord interviewer le professeur. Okay, on va enregistrer ce qu'il nous partage. Et puis finalement, on va faire un verbatim. On va faire un texte. De même avec l'étudiant. Le doctorant diplômé, qui avait fait tout le parcours avec son professeur. Et on va aussi reconstruire le texte. Puis on va ramener le texte à chacun, au professeur et puis à l'étudiant, voir si on peut l'améliorer, s'il y a des choses à laquelle on est passé à côté, etc. Donc la deuxième étape, après, c'était de prendre le texte du professeur, de le donner à l'étudiant à lire, et vice-versa, qu'il puisse le lire tranquillement 10 minutes avant une entrevue conjointe, et puis de les mettre face à face et de les filmer. Le but ici, c'était de voir si pour le professeur et si pour l'étudiant, les intérêts, les questionnements, les doutes étaient les mêmes ou étaient différents. Donc ça, c'était la deuxième étape. Puis finalement, afin de ramener cette connaissance, cette expérience sur le terrain, ce que nous avons fait, c'était la troisième étape. C'est de prendre le texte et puis d'organiser une entrevue avec les professeurs novices, débutants, qui viennent d'arriver et qui n'ont pas encore suivi d'étudiants, de leur faire lire le texte, soit celui du professeur, soit celui des étudiants, et puis de les faire discuter entre eux sur ce thème et de leur faire découvrir. Dans une des entrevues, il y a même un des professeurs qui avait été interviewé, qui avait participé, qui est venu afin de répondre aux questions des professeurs novices. Alors, on a des résultats préliminaires, évidemment la recherche est encore en cours. Donc la conception de l'encadrement, de l'accompagnement au doctorat, pour le professeur, c'est une activité qui est très proche, enfin c'est l'activité qui représente le mieux le rôle de l'enseignant-chercheur, professeur-chercheur. Pourquoi? Parce que simplement, c'est de l'enseignant, c'est de l'enseignement, c'est-à-dire que le professeur enseigne à ses étudiants, mais également, c'est de la recherche.
Donc il va utiliser ces deux compétences en même temps. Pour les professeurs, la plupart ont mentionné le fait qu'au doctorat, avant tout, c'est un accompagnement. C'est pas une direction, malgré qu'on dise un directeur de thèse, c'est pas la même chose qu'à la maîtrise, par exemple, où on doit être beaucoup plus directif. Au doctorat, ils disent souvent qu'ils vont être négatifs, c'est-à-dire qu'ils vont souvent dire non, non, ça va pas, quand vraiment l'étudiant prend une mauvaise direction, mais autrement, ils vont le laisser libre de faire ce qu'il a envie et puis ce qu'il décide en fait. C'est sa décision, c'est son projet et c'est lui qui le porte. Au niveau de l'impact d'une thèse de doctorat sur l'étudiant, ce qu'on revoit, c'est qu'il y a un impact autant sur le plan intellectuel que le plan socio-affectif. D'un étudiant à l'autre, c'est vrai, il peut être affecté plus ou moins par l'épreuve. C'est quand même une épreuve, un PhD, et c'est vrai que selon les personnes, c'est plus ou moins fort. Donc c'est une capacité au professeur de l'accompagner dans ce cheminement d'épreuves, des fois douloureux, plus ou moins douloureux. Normalement, ça ne devrait pas forcément être douloureux. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de faire mon PhD. Mais certains étudiants doivent passer par là. Donc, c'est au professeur de s'adapter et puis de l'aider à passer cette épreuve. Ce qui est très important, c'est une nécessité d'affinité intellectuelle et socio-personnelle. Ils ont dit souvent, quand ils sont professeurs novices, ils vont accepter les étudiants qui viennent taper à leur porte, voilà, pour les encadrer. Et puis finalement, ils se disent que c'est pas évident de conseiller un étudiant qui ne partage pas la même philosophie ou le même courant théorique, par exemple. Donc c'est ça qui est important, la nécessité d'affinité. Le doute possible. C'est vrai que les professeurs ont mentionné un doute possible. Le premier étant la capacité de l'étudiant, qui est plus ou moins rare, parce que normalement, quand on arrive à être candidat au doctorat, c'est ce qui arrive rarement. Mais surtout le projet. Ils arrivent à douter du projet, de l'objet de recherche. Est-ce que vraiment on peut en faire un doctorat? Est-ce que sur le terrain on trouvera assez de données pour aller jusqu'au bout? Alors au niveau du rôle du directeur pour le professeur, donc il y a deux dimensions. La première étant la dimension empirique, est-ce faisable? Et la dimension conceptuelle, c'est-à-dire exprimer une ambition conceptuelle et théorique. C'est pas simplement on fait un doctorat, on va prendre la température et savoir quelle température il fait dans la classe. C'est aller plus loin, avoir une ambition. Le rôle du directeur pour l'étudiant, pour lui, c'est d'abord un catalyseur, c'est celui qui va un peu le motiver et lui dire tu peux y arriver, tu peux y aller. Et puis c'est un rôle de direction aussi. Donc évidemment, on l'a vu préalablement, le support financier, support intellectuel et puis moral aussi qui est très important. Le choix de l'étudiant, alors premièrement c'est l'affinité intellectuelle qui est très importante pour le directeur. Ensuite c'est la rédaction, un étudiant doit être capable de rédiger correctement et avoir une certaine facilité. Et puis l'autonomie. Au niveau des candidats au doctorat, ce qu'ils ont dit avant tout c'est plus la réputation du chercheur, tant sur le plan intellectuel que financier. Et puis les publications, etc. Les étapes importantes, et c'est là que c'est important, c'est que pour le professeur, c'est le début du projet, c'est-à-dire l'élaboration du projet qui est capitale. Alors que pour l'étudiant, lui, c'est plus l'examen doctoral. Bon, je ne sais pas si vous en avez un ici en France, en tout cas au Québec, on a un examen et si on échoue, c'est fini, on s'arrête. Donc c'est très important. Et la lassitude, le phénomène de la page blanche qui peut arriver, la publication avec le directeur. Voilà les étapes importantes pour l'étudiant. Les problèmes rencontrés, je sais que je dois faire vite. Pour un professeur, c'est de dire à un étudiant, ta thèse là, dans l'état, elle n'est pas prête à être soutenue, alors que l'étudiant, pour lui, c'est fait.
Donc ça, c'est compliqué. Aussi, au niveau du décrochage, un étudiant qui ne vient plus, qui s'arrête, comment on fait? Est-ce qu'on va le pousser ou bien pas, etc. Ça, c'est pas évident. Au niveau de la réduction, voilà, l'effet de la page blanche, là, c'est pas évident non plus. À l'époque, on pouvait déposer sa thèse sans l'accord du directeur, ce qui est pas évident non plus. Un parcours non suivi avec les personnes qui y travaillent, etc. Donc des fois, pendant 6 mois, on ne les voit plus, puis après, ils reviennent et ils reprennent et on a perdu le fil. Le fait aussi qu'un étudiant ne soit pas en plein temps sur le campus, ça, c'est vrai que ça change tout au niveau de la durée qu'on va prendre pour finir son PhD, et également si on décroche ou pas. Rarement, mais quelquefois quand même, les désaccords intellectuels. Et puis, ce qui est compliqué pour un directeur, c'est si un étudiant vient vous voir alors qu'il est suivi par un autre directeur de thèse. Il vient, entre guillemets, se plaindre ou essayer de chercher du support. C'est une situation qui n'est pas évidente. Donc voilà les problèmes qui ont été mentionnés. Au niveau de l'étudiant, et ce qui est assez comique d'ailleurs, c'est qu'il parle d'un manque de pression, alors que le professeur veut lui laisser l'autonomie, puisque c'est son projet. L'étudiant peut le ressentir comme un manque de pression. On n'est pas derrière, en fait. Voilà, au niveau du soutien de l'institution, par exemple, au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est souvent la conception qu'on a du professeur de thèse qui nous a suivis quand nous avions fait notre thèse à l'époque. Voilà. Et ce qui est très très important, c'est le climat au sein du département. Si vous avez un climat de compétence, de compétition au niveau du département, c'est pas évident pour un professeur d'aller parler de ses soucis, de ses problèmes par rapport à un étudiant et de partager pour trouver des solutions. Une dernière chose, ce qui était important qu'un professeur a mentionné, c'est le fait d'aller sur le terrain avec son étudiant pour faire la collecte de données. C'est quelque chose que l'on perd, mais pour lui, c'est une façon de se remettre à jour au niveau du contexte de l'école ou autre. Voilà, au niveau des recommandations, c'est vraiment de mettre en place une régulation des directeurs de thèse. Ce serait bien pour un peu encadrer tout ça. Donc là, j'ai mis les liens pour la communauté virtuelle. Je vous remercie.